Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News, Redcard et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Réussir en programmatique, une question d'organisation ? Se lancer en programmatique ne s'improvise pas. Au-delà des équipements technologiques, il faut impérativement mettre en place une organisation au service de la performance et de l'optimisation des campagnes publicitaires. Quelle est la structure organisationnelle de base pour s'engager en programmatique ? Quels sont les acteurs les plus concernés par une organisation pensée pour le programmatique ? En quoi les process des acteurs programmatiques ont évolué en quelques années. Pour en discuter, Simon Kurz de Webedia, Guy Leflèvre d'AdClick, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Lawrence Taylor de Retail for Brands. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, mais qui n'est pas passé sous silence, mais auquel on ne pense pas forcément. On va parler organisation. Comment s'organiser pour réussir en programmatique. Et pour commencer, Eric, je t'invite à répondre à cette première question. Quelle est la structure organisationnelle de base pour s'engager en programmatique ? Et ensuite, messieurs, bien sûr, vous pourrez répondre à cette même question. Bonjour Eric, Michel. bonjour. Alors au niveau de l'organisation, l'organisation de base est vraiment pour avoir les compétences clés justement pour pouvoir délivrer des campagnes programmatiques, principalement des campagnes d'activation, en acquisition, en fidélisation. Il y a forcément la partie trading média qui est très importante. Il y a une deuxième partie qui tient à l'account management et il y a une troisième partie à la business intelligence analyst. Si on détaille ces trois fonctions, la partie trading média, donc forcément c'est la base. Ce sont les traders qui vont piloter les DSP. Alors déjà, c'est le premier outil qu'ils vont piloter. Après, ils vont aussi piloter potentiellement des DMP, s'ils ont des DMP ou des live ramps, s'ils ont accès à des sources de data spécifiques. Data Management Platform, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas. Ouais, exactement. Donc DSP, c'est Demand Side Platform. Ce sont les logiciels de Google ou de MediaMath ou d'AppNexus qui permettent d'acheter la publicité en temps réel sur les ad exchange, qui sont des places de marché publicitaires. Et les DMP, c'est les data management plateformes qui permettent de gérer la data. Et donc, les traders médias, ils s'occupent de gérer les DSP pour déployer les campagnes et les réaliser. Donc, acheter la publicité la plus pertinente, les formats, etc., en fonction potentiellement des sources de data qu'ils ont à leur disposition. Et ils s'occupent aussi, bien entendu, de la partie tracking, qui est aussi importante. Et donc, ça, c'est un premier pôle. Donc, ce sont eux qui rendent live vivant le programmatique et qui exécutent les campagnes. Après, il y a la partie account management, parce que tout ce que vous faites en trading média, c'est quand même assez compliqué. Et bon, c'est bien de l'expliquer au client et de l'embarquer au maximum pour l'impliquer. C'est quand même plus positif, surtout si derrière on veut lui revendre une deuxième campagne. En général, ça aide. Alors moi, dans les organisations, les dernières organisations que je vois et auxquelles je participe, on a tendance à fusionner le poste de trader média et d'account management. C'est ce que j'allais te demander, effectivement. C'est qu'il y a une sorte de fusion quand même de ces différentes... de ces différents rôles. Mais je te laisse continuer. Pour éviter des lags, justement, en fait, pour éviter que le trader fasse tout son travail, qui débriefe l'account management, qui débriefe le client a des questions, ça fait des chaînes en fait assez longues. Et le trader ne doit pas être isolé, en fait. Il doit vraiment comprendre les problématiques de l'annonceur pour juste quand même trader au mieux et exploiter au mieux la data. Et plus on a de la data qualité, enfin, ou de la data avérée, parce que bon, la qualité, ça veut tout et rien dire, en tout cas de la data avérée, on sait qu'on va exposer des segments qui achètent vraiment en supermarché. Plus justement, il faut comprendre les besoins du client. Et la dernière partie, c'est vraiment la business intelligence analyst. Donc, c'est plus des data miners, des data scientists qui vont potentiellement... alors, encore une fois, il faut avoir de la data de qualité parce que c'est là où c'est utile. Aller faire ce qu'on appelle des requêtes dans les bases de données CRM. Donc, c'est souvent en mode SQL pour justement aller un petit peu cruncher la donnée et aller plus loin que la vision que nous donne le DSP en termes de reporting. Merci Eric pour ce premier bilan, en tout cas cette première description assez complète. De ton point de vue, Lawrence, quelle est la structure organisationnelle de base pour s'engager en programmatique ? Alors déjà, je vais juste abonder dans le sens d'Eric, c'est que effectivement au début il y avait des traders et des account managers, et ensuite parfois l'agence quand on avait des trading desks indépendants ou intégrés aux agences. Et c'est vrai que maintenant l'activation programmatique est devenue une commodité.
se commoditise en tout cas, se standardise de plus en plus. Et donc, les clients veulent voir les gens qui activent réellement les campagnes pour pouvoir impacter réellement les campagnes. Et on prend finalement le pli de ce qui se passe sur le search, où les meilleures agences et les meilleurs consultants en search sont les gens qui exécutent et expliquent aux clients, justement pour ne pas perdre entre les différentes étapes. Et je pense que si on prend ensuite, pour répondre à ta question, pas forcément sur un système d'organisation en termes de postes, mais c'est quoi les prérequis pour mettre en place une bonne practice du programmatique. Le premier, c'est s'appuyer sur un socle technologique qui est fort et agnostique, multiplateforme, souvent avec un DSP qui va être un DSP de référence. Ça peut être Google, ça peut être MediaMath, ça peut être AppNexus. Ça doit être un de ces trois-là. Ensuite, aller un petit peu plus loin et avoir des DSP qui te permettent de faire des choses bien spécifiques. On pense en particulier pour activer de la donnée shopper, tu vas avoir besoin d'Amazon. Sur certaines activations mobiles, tu vas avoir besoin d'aller chercher des DSP en propre. Donc c'est ce premier socle technologique. Le deuxième, c'est des outils ou des process de workflow, justement pour pas perdre d'informations dans chacune des étapes et structurer au maximum ces informations, soit avec des outils marché, soit avec des outils développés en propre, en fonction de la taille de l'entreprise. Et le troisième point, clé dans l'organisation, c'est les talents et l'upskilling permanent de ces talents avec des best practices pour que ce soit le plus structuré possible. Formation continue, on va dire. Exactement. Avec un système de certification externe et on peut penser aux certifications de Google ou celles d'AppNexus ou celles de Facebook si on intègre le social dans le programmatique, mais aussi interne. En mettant, parce que tu as la certification Adobe, tu vas avoir ta certification Google, mais t'assurer que Adobe et Google se parlent, ça c'est du upskilling et des best practices que tu vas avoir en interne. Merci Laurence. Guy, ton avis sur cette question d'organisation pour s'engager en programmatique? Hyper consensuel, je vais abonder avec mes amis. Non, mais globalement, sur les organisations, il y a plein de choix possibles. Et effectivement, je suis assez d'accord sur un point ça dépend de la taille de l'entreprise. Quand on est un petit trading desk en 2010, quand je lance AdClick, on est 1,23. Il n'y a pas toute la chaîne. Et il y a moi qui fais ce que je peux en commerce, il y a un trader, enfin c'était une trader à l'époque, et c'est vrai qu'il y a vraiment une saucissonnade de fonctions, de responsabilités de chacun. Alors le trader devient un peu trader et à compte en fait finalement, alors qu'il y a eu des organisations, je pense à nos amis de TradeLab, où il y avait le trader, à la limite il y avait même le traffic manager, le trader, mais bon c'était un peu ensemble, l'account, etc., etc. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'organisation idyllique, idéale, ça dépend des moyens. Et ça dépend effectivement des clients et de leur expliquer les choses. Donc c'est vrai que quand on va présenter des bilans de campagne, par exemple, j'emmène les traders, j'emmène le compte, l'alternante qui est chez nous aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien qui on a en face et qui pilote et qu'est-ce qu'ils font. Ouais, ça génère de la confiance aussi. Et ça génère de la confiance parce qu'effectivement, il faut quand même se dire que c'est des technos derrière, c'est des DSP, c'est des DMP, c'est des tas de choses technologiques qui est le socle de base, bien sûr. Mais en face, ils aiment bien avoir le pilote qui va dire « Mesdames et messieurs, de quelques instants, nous allons décoller, merci d'attacher vos ceintures ». Et ouais, c'est qui le pilote, comment il est, quoi. Très bien, Guy. Simon, ton avis sur la structure organisationnelle de base pour s'engager en programmatique? Alors, moi, je pourrais partager la vision éditeur pour le coup et comment un groupe média s'organise autour du programmatique. Je pense qu'on est sur une intégration transverse des expertises, parce qu'aujourd'hui, le programmatique auprès des éditeurs touche de plus en plus d'équipes. Pour le coup, c'est les sujets en termes de monétisation, en termes de revenus qui pèsent au sein d'un groupe. Et il faut diffuser cette expertise auprès à la fois des éditeurs, auprès des commerciaux, et ça doit être porté par des pôles d'expertise. Un des plus importants, c'est les opérations programmatiques en tant que telles, qui aujourd'hui sont intégrées au sein des opérations publicitaires, ce qui doit avoir à la fois défendre une vision business et à la fois une vision technique. Deuxième équipe qui va porter les sujets programmatiques, c'est forcément les équipes commerciales, parce que c'est elles qui sont la voix et qui portent les offres auprès du marché, que ce soit les agences, les trading desk ou les partenaires spécialisés.
Et dans l'évolution du modèle de monétisation et de commercialisation des inventaires, il y a une équipe et une expertise qui est importante aussi auprès des groupes médias. C'est ce que nous on appelle le studio et les intégrateurs. C'est aujourd'hui comment on adapte les formats historiques du gré à gré aux standards et aux normes du programmatique. Et pour le coup, ça permet de répondre justement aux nouveaux besoins des agences par rapport à ces sujets d'activation. Alors, mais ça a été, un élément de mouvement entre, on va dire, 2010 et aujourd'hui, qui était très important chez les éditeurs et les régies. Parce que je me souviens, en 2012-2013, Orange, sur la régie pub d'Orange, il y avait les commerciaux au 3e, il y avait le programmatique qui commençait en sous-sol, ils ne se parlaient pas, c'était la guerre, moi je vends à 3, l'autre il vend à 14, etc. Et en fait, il y a une grosse évolution. Dans les équipes techniques, trading desk et techno, bon, l'évolution s'est adaptée un peu aux clients, on en parlait juste avant. Donc ça, bon, il y a eu une évolution peut-être un petit peu naturelle pour dire « Ah zut, ils ne comprennent pas, il faut leur expliquer », donc leur parler, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Mais chez les éditeurs, ça a été encore plus compliqué parce que parler aux commerciaux pour leur expliquer ce que c'est le programmatique et parler aux experts programmatiques hyper techno en sous-sol, leur expliquer ce que c'est que le commerce aussi, ça c'est une vraie évolution. Aujourd'hui, c'est plus clair. Merci Simon, merci Guy pour ces précisions. Justement, puisqu'on parle de différenciation d'une certaine manière de l'organisation en fonction des réalités opérationnelles, on a parlé des agences, des trading desks et avec toi Simon des éditeurs, quels sont les acteurs les plus concernés par une organisation pensée pour le programmatique ? Je commence par toi Eric. Ceux qui en font. Voilà. Effectivement, il faut en faire. Quand des gens se sentent plus concernés, c'est surtout utile, quoi. Mais alors il y a les trading desks dans un premier temps. Donc qui sont, alors juste pour rappel, les trading desks sont vraiment des sociétés qui se sont montées pour justement délivrer des campagnes programmatiques pour le compte d'agences ou d'annonceurs. Donc pour moi, c'est différent des régies, quoi, parce que des fois, on mélange beaucoup le terme régie, trading desk, agence. Mais certains trading desks font penser dans leur mode de fonctionnement à des régies. Ouais. Sans faire de polémique, c'est juste une réalité. Ou des régies disent qu'ils sont trading desk. Oui, alors ils travaillent avec des partenaires, c'est peut-être aussi ça. Il y a aussi ça. Moi je vois plus ça en fait. Je vois des régies qui se mutent en trading desk. Et des trading desks qui se mutent en agence aussi. Oui, on est à la limite plus trading desk agence, selon moi. Et par contre, côté régie, on dit oui, bien sûr, on fait des programmatiques aussi. Alors, c'est pas très grave de le sous-traiter à un partenaire. C'est pas méchant, c'est pas sale, mais effectivement, quand on n'a pas les 3 DSP, les DMP, la techno et tout le plan de trafficking et de tag, oui, ok. Et justement, Eric, pour aller dans ton sens et dans le sens de ce que nous disons actuellement, c'est vrai qu'il y a cette mutation qui se vérifie par l'acquisition de technologies, qui mettent une sorte de tampon en termes de statut. Je m'explique, une régie qui fait l'acquisition d'une DSP et qui se considère comme trading desk. Je te laisse continuer, Eric, après on passera à Laurence. Peut-être un peu privilégier son inventaire aussi. Voilà, c'est un peu la limite forcément, quoi. Enfin, c'est après. Pas facile d'expliquer à l'éditeur qui a le contrat, enfin la régie qui a le contrat de l'éditeur, de lui dire bien sûr on va valoriser vos inventaires, on a un objectif de chiffre d'affaires, et puis by the way on va aller diffuser peut-être aussi sur le Bon Coin, alors qu'on n'est pas régie du Bon Coin. Un peu compliqué de lui expliquer. Ouais. Mais en même temps par rapport à la marque, si tu penses à l'annonceur ou la marque, c'est un peu compliqué que tu surachètes sur tel ou tel inventaire parce que tu as des liens capitalistiques, etc. Enfin, évidemment. Non, mais les deux, c'est là où c'est compliqué à réconcilier. C'est pour ça que les trading desks indépendants ont quand même ont eu un certain succès depuis une petite dizaine d'années sur le marché. Combien sommes-nous encore ? Alors, il en reste plus beaucoup. Ceux qui restent ont quand même un bon succès. Merci Eric Lorenz. On a parlé déjà des éditeurs et des agences, on va dire, et des trading desks indépendants. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport aux annonceurs. Bien sûr. Avec une vraie tendance de fond d'internalisation d'un certain nombre de prestations. Parce que le coût d'entrée technologique, on va dire, n'est pas si élevé que ça. Il est élevé en termes de talent. Oui. C'est une tendance de fond. Et c'est une tendance qui va toucher toutes les activations programmatiques, et pas que l'activation programmatique, comme on peut l'entendre, mais tout ce qui est achetable par des plateformes. Donc on va penser à tout le search, tout le social, effectivement maintenant 80% du display et de la vidéo, mais aussi tout ce qui est retail média. Donc au final, on va avoir des organisations sur lesquelles on est, si on prend chacun des postes isolément, ça ne vaut pas le coût de l'investissement. Si on prend l'ensemble
de l'investissement, ça devient intéressant. Et ce qu'on se rend compte par rapport aux éléments de mutation qu'on avait parlé, il y a des trading desks qui étaient pure trading desk avec un système de régie dans leur business model, qui ont switché peu à peu vers un modèle d'agence de conseil d'achat médias programmatiques et qui sont en train d'évoluer vers un troisième modèle qui est un modèle d'intégration de talents chez les annonceurs. On peut penser aux Mode États-Unis. Accenture Consulting. Voilà. Et on peut penser à des gens comme Mighty Hive aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont été rachetés par le S4, le fonds de Martin Sorrell, justement avec cet objectif d'accompagner les marques dans leur internalisation de la prestation. Merci Laurence pour ces précisions et pour ce focus sur les US et UK qu'on regarde souvent pour savoir effectivement quelles sont les tendances tant en termes de marché que d'organisation. Guy. Encore? Eh oui. Alors, ton avis sur les acteurs les plus concernés par une organisation pensée pour le programmatique? On a évoqué effectivement les trading desks, les régies, à l'instant l'évolution des annonceurs. Ton avis et ton observation? Les acteurs qui sont le plus concernés sont ceux effectivement qui font, déjà qui s'y intéressent et qui font. Alors oui, on dit que 80% du display passe par le programmatique, je n'ai pas le chiffre dernier, mais ça va sortir dans pas très longtemps. Donc j'allais dire, à partir du moment où effectivement une marque, une organisation, un trading desk, une agence, un annonceur est le plus concerné par ça, c'est ceux qui, effectivement qui se disent il faut qu'on y aille. Pendant quelques années, on avait un peu du mal à les faire venir parce que flou artistique, pas de transparence, loi Sapin, Macron 1, Macron 2, etc. Donc, j'allais dire, à partir du moment où un acteur se dit il faut y aller, il va être concerné et il va essayer de comprendre éventuellement avec son partenaire quelle est son organisation, qui y a en face, et donc quels sont les hommes en face et les femmes en face, et il va essayer de comprendre si éventuellement il ne peut pas internaliser un peu des choses chez lui. Mais alors après, moi, on est très très spécialisé sur le retail, donc on bosse avec Lidl, la Fnac, Darty en local, sur toutes les communications locales, Citroën, DS. On est très loin d'une éventuelle intégration ou internalisation d'un petit bout de quelque chose. Ouais, parce que sur le plan opérationnel, il y a des réalités qui font... La réalité du terrain, je viens de 3 jours à Dijon, Metz, Nancy, avec tout le réseau Citroën et DS dans l'Est de la France. Les responsables marketing, qui sont souvent des responsables marketing de grands groupes financiers indépendants, sont très très loin encore de ces bases-là, sont très intéressés, vont y aller, parce qu'ils disent que leurs prospects et leurs acheteurs de véhicules sont aussi sur Internet, et donc comment on les touche, donc on leur propose évidemment cette brique-là. Donc oui, il faut vraiment regarder ce qui se passe chez le partenaire, et essayer de comprendre vraiment en transparence ce qui se passe derrière, quoi. Merci Guy. Simon, ton avis sur les acteurs concernés par une organisation pensée pour le programmatique? Encore une fois, je vais parler des éditeurs parce que... C'est ce que tu connais le mieux. Oui, c'est et ce que tu je les connais le mieux. représentes. Je les représente aujourd'hui et c'est eux qui fournissent l'inventaire aussi auprès de tous ces acheteurs et de la demande. On ne peut pas faire grand-chose sans vous, on est bien d'accord. Ça me paraît clair. Et justement, la montée en puissance programmatique a forcé à se réinventer justement dans la manière d'adresser ces inventaires. Et contrairement au schéma historique de vente, aujourd'hui, on a démultiplié les partenaires, les acteurs. On va refaire une parenthèse sur le header bidding aujourd'hui versus un schéma de vente unique à l'époque où on était sur une signature d'OI et une livraison des campagnes. Aujourd'hui, les inventaires sont adressés via une multitude de plateformes et de canaux, et le levier programmatique est en train de s'installer comme étant le premier canal de vente pour certains éditeurs. Donc, c'est important d'avoir cette organisation et d'intégrer le programmatique justement au cœur du process de vente, et le revenu associé au programmatique soit directement pris en compte dans la politique de monétisation et de commercialisation des métiers du groupe. Merci Simon. Troisième question, en quoi les process des acteurs programmatiques ont évolué en quelques années? Et quand je parle d'évolution des process pour les acteurs programmatiques, c'est également beaucoup l'intégration de la data qui est rentrée quand même pas mal en force au niveau du day-to-day opérationnel. Eric, ton avis sur le process et l'évolution des process chez les acteurs programmatiques depuis ces dernières années? Moi, j'en vois deux. Donc, effectivement, il y a la data. Donc maintenant, on a accès, notamment avec le retail média, on a vraiment accès à de la data avérée, alors que
même il y a 4-5 ans, c'était beaucoup de data modélisée, qui était basée sur le comportement de l'internaute en termes de surf, donc quel site il visitait, et puis plein de choses, plein de qualifications étaient extrapolées à partir de ça. Maintenant, on récupère vraiment de la data avérée, donc on appelle ça le retail média. Ça peut être en alimentaire, supermarché, hypermarché, ça peut être aussi en distribution spécialisée. Donc là, c'est quand même une grosse évolution parce qu'on est sûr, on certifie vraiment une cible. On sait qui on touche, on sait qu'on va toucher un segment d'acheteurs de pâtes au blé complet si on est dans des campagnes alimentaires. Donc, voilà, et donc ça va forcément intéresser certaines marques. Après, il y a une deuxième évolution que je vois, qui est plutôt dans la partie, c'est même pas pilotage des campagnes, mais c'est le partage d'informations. Maintenant, alors qu'avant tout était fait vraiment, le trading desk où l'agence faisait les choses de leur côté, montrait des tableaux Excel avec des résultats, en essayant d'avoir les meilleurs taux de clics, les meilleurs taux de transfo, etc. Et ça s'arrêtait là. Dans le meilleur des cas, des PowerPoint vachement jolis. Voilà. Alors déjà c'était le step 2, ouais. Donc step 1, c'était le tableau Excel. Donc voilà, bon, on peut toujours, ça reste un tableau Excel, donc les chiffres ça change facilement. Enfin bon, c'est pas très très robuste. Step 2, il y a le PowerPoint. Bon, maintenant le marché a quand même évolué, grandi, et puis les annonceurs et les marques poussent beaucoup dans ce sens-là, notamment l'union des marques, c'est un de leurs combats forts. Et donc il y a deux solutions, il y a soit des dashboards qui sont mis à disposition des marques, donc c'est des dashboards qui sont connectés au DSP et qui reçoivent en temps réel les données des campagnes au global, par segment, les clics, les coûts d'achat médias au CPM net. Donc une sorte d'interopérabilité entre les outils ? C'est même pas de l'intérêt. Enfin, ça existait déjà il y a 5 ans. Bien sûr, en fait, c'est mais juste ça s'est intensifié. Enfin, ouais, c'est donner accès La précision à de données qu'on apporte, en fait. Précision de données. Tu peux avoir une data tower. Tu peux pas avoir d'interconnectivité entre Amazon, Facebook et Google. C'était l'autre version. Tu peux avoir un dashboard unique où tu as toute l'activité. D'accord. Et tu peux prendre des décisions et plus ou moins avoir des connecteurs qui te permettent de faire du write et pas que du read, mais jusqu'à une certaine limite. D'accord. Eric, tu voulais continuer ? Et sinon, voilà, en plus des dashboards, si on veut aller plus loin, c'est donner accès au DSP, à la marque, à l'annonceur, à l'agence, pour le coup en lecture. Au purée. On va revenir à toi, Guy, puisque je pense que tu as un avis là-dessus. Mais je laisse la parole à Laurence, puisqu'il faut que nous avancions assez vite. Laurence. Pour compléter ce qu'a dit Eric, il y a un autre besoin qui est apparu, c'est une capacité de négociation. Pourquoi ? Parce qu'on avait des talents qui étaient beaucoup dans l'enchère et donc qui n'ont jamais remis en cause le coût d'achat. Et ce qu'on se raconte, c'est que le programmatique direct est en train de prendre le pas sur l'open exchange. Et donc, il faut avoir cette capacité de négociation. Quand tu as 50% de ton achat qui passe par du programmatique direct, tu as à la fois la négociation, mais aussi le debugging, parce que le programmatique direct, c'est la loi, et je vais être un peu grossier, de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire tout ce qui peut mal se passer se passera mal sur tes campagnes de programmatique direct. Merci Laurence. Guy, tu avais un avis sur le sujet de l'évolution des process pour les acteurs programmatiques. Je poursuis maximum d'ennui sur le programmatique direct, oui, parce qu'en fait, le marché des annonceurs, des clients, a commencé à de plus en plus amener des contraintes à leurs partenaires. Des contraintes de qualité, de visibilité, de mesure, de oui, mais sur mon Google Analytics, je vois pas que vous avez fait 22 alors que vous me dites 22, moi je vois 12. Bon. Donc toute la partie trafficking technique, on est en plein dedans en ce moment, ça peut être hyper compliqué. Donc j'ai même plus quelle est ta question d'ailleurs. C'est en quoi le process des acteurs programmatiques ont évolué en quelques années. Le process a évolué parce que aussi les clients ont évolué. Voilà. Parce qu'on leur a expliqué, ils sont plus matures, on essaie de leur expliquer, enfin ceux qui veulent bien, moi je suis à l'IAB alors je suis obligé d'un peu expliquer encore plus, mais c'est aussi parce que les clients ont évolué. Et puis parce qu'on a voulu donner un peu de confiance aussi aux marques pour qu'ils y aillent. Donc il est question de leur expliquer, de leur donner. Et donc oui, programmatique direct, je vois très bien. Merci Guy. Simon, ton avis sur le process des acteurs programmatiques qui a évolué ces dernières années ? Justement, on voit que les process d'achat et les organisations en agence, en training desk ont évolué. Les organisations se sont consolidées autour des mécaniques d'achat uniques, que ce soit le direct et le programmatique. Les éditeurs ont dû adapter leur structure aussi. Nous, on a commencé en 2018 auprès des équipes delivery, où historiquement, c'est ces équipes qui programmaient les campagnes directes. Petit à petit, on a fait évoluer le modèle pour qu'elles mettent les mains sur les plateformes SSP pour construire les deals, à la fois private, preferred et programmatique garantie aussi, qui s'est pas mal développé
développé ces derniers mois et années. Et deuxièmement, auprès des équipes commerciales, en début 2019, pareil, on a constitué un pôle média qui adresse aujourd'hui l'ensemble des formats publicitaires du groupe sur l'ensemble de nos marques, peu importe le canal d'activation, qu'il soit programmatique et gré à gré, puisque au final, le programmatique est un levier à part entière d'activation publicitaire. Et pour aller plus loin dans les organisations, comment on s'est transformé aussi, on parlait des opérations tout à l'heure qui nécessitent des expertises avancées, à la fois techniques pour échanger avec les développeurs, les intégrateurs des sites, mais aussi échanger avec les éditeurs et ces pôles commerciaux. Et il faut du temps dédié à la formation, Ouais, donc ça bien sûr. nécessite de se réorganiser autour du transfert de compétences en interne. Alors justement, je vais faire une transition sur ce que tu viens d'évoquer, à la fois la formation, mais également un autre sujet que tu as évoqué, c'est-à-dire le pouvoir ou la capacité de négociation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus humain que ces deux notions. Et justement, ma dernière question, en très peu de mots s'il vous plaît messieurs, pourquoi l'humain revient-il au centre des opérations programmatiques? Eric. Alors, en 2 phrases, pour être court. Ouais, effectivement, maintenant les technos sont standardisés, notamment au niveau des DSP, donc il ne reste plus que quelques acteurs. Les technos propriétaires ont beaucoup moins de sens. Donc effectivement, maintenant le métier des gens, des professionnels qui font du programmatique, c'est de savoir piloter et maîtriser au mieux ces technologies. DSP, tracking, DMP, etc. Voilà. Et c'est vraiment là où... et d'en maîtriser un maximum. Merci Eric. Laurence. Alors, je suis pas complètement d'accord, même si j'ai un peu plus quitté le programmatique par rapport à Guy et Simon en particulier. L'humain et la valeur ajoutée humaine est plus importante dans la phase de stratégie et de setup et moins dans la partie optimisation. Les outils sont de plus en plus dopés à l'intelligence artificielle qu'ils l'étaient avant. Donc le setup et la façon dont tu mets en place ta campagne ou ton activation programmatique est hyper importante. Et derrière, tu as 200 ingénieurs, 2000 ingénieurs de chez Google qui vont mettre en place des systèmes algorithmiques pour optimiser tes campagnes avec du machine learning. Donc effectivement, tu as un besoin sur certains moments de passage très fort sur les talents, le setup, la négociation quand tu as du PMP et l'interfaçage avec le client, et moins dans le delivery de la campagne. Si je me permets de faire l'avocat du diable, de plus en plus, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un point qui revient très souvent, ce sont les biais algorithmiques. C'est-à-dire que ces biais sont censés être corrigés par l'expérience humaine. Il y a plein de domaines qui expliquent que l'intelligence artificielle, bien sûr, ça permet d'aller plus vite, mais quand même, il peut y avoir un certain nombre de biais, et c'est là où, dans le cadre de l'optimisation, l'humain peut faire sens. Mais bon, on ne va pas ouvrir le détail maintenant, le débat maintenant, mais c'est quand même une observation que je vois. T'as besoin je te laisse répondre là-dessus, après je passerai à Guy. Tu as besoin d'un humain pour apporter une très forte valeur ajoutée, moins pour les choses à faible valeur ajoutée, comme tu pouvais l'avoir avant, parce que les outils étaient peu standardisés, parce qu'il y avait énormément de debugging de campagnes à faire, et aussi parce que les investissements étaient plus faibles. Je comprends tout à fait. Merci Laurence. Guy, en très peu de mots, pourquoi l'humain revient-il au centre des opérations programmatiques? Okay. J'ai 10 mots. À la question pourquoi, parce que, en plus, moi, personnellement, je préfère parler et mettre du son dans mon ton de voix, ou les traders, ou les accounts, ou peu importe, plutôt que d'écrire un DSP par ligne informatique. Voilà. Merci Guy pour cette synthèse de ta pensée. Et Simon, s'il te plaît. C'est vrai qu'on est sur des niveaux d'exigence aujourd'hui sur la qualité d'inventaire et les performances d'inventaire. Donc, avant les opérations, ça passe par une négociation, puisqu'on vient de s'en parler, le poids des PMP, la récente étude du marketing. Private Marketplace. Exactement, vont prendre plus de poids que l'Open Auction dès 2020. Donc le programmatique, ça passe par une capacité de négociation, et le programmatique garantit en lui-même aussi prend de plus en plus de poids. Et derrière, comme je le disais, c'est une démultiplication des expertises, que ce soit sur des développeurs, des data analystes, et surtout des besoins d'évangélisation au sein des groupes. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à trouver d'algorithme ou de plateforme qui permet de former automatiquement les gens.
Eh bien, messieurs, merci de nous avoir aidés à évangéliser le marché sur l'organisation nécessaire pour entrer, ou en tout cas pour réussir en programmatique. Je vous dis à très bientôt. Merci Michel. Merci pour votre participation. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour des modes d'organisation pour réussir en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'émergence de la data a eu un impact important sur les évolutions des organisations évoluant sur le marché programmatique. 2. La structure organisationnelle de base pour opérer sur le marché programmatique est la suivante. Petit a, une équipe trading media. Petit b, une équipe account management. Petit c, une équipe business intelligence analyst. 3. Les exigences en capacité de négociation de la part des collaborateurs sont un des éléments qui ont permis de remettre l'humain au centre du jeu de l'écosystème programmatique. Merci à Smile Wanted et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News, Redcard et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.